Bonjour Johan. Bonjour, bonjour tout le monde. Confirme. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire sur Reaxys. J'ai l'honneur d'accueillir Sofiane Garmendia, account manager Life Science chez Elsevier. Et aujourd'hui, très rare, mais on va avoir une présentation Reaxys en français. Donc merci beaucoup Sofiane. Je te laisse la main et voilà. C'est parfait, merci beaucoup Johan. Est-ce que tu peux me confirmer s'il te plaît si tu vois bien mon écran? Oui, on voit bien ton écran, on t'entend bien. Ok, c'est parfait. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu à cette présentation de Reaxys. Comme Johan l'a évoqué, aujourd'hui on va notamment montrer ce qu'il y a en Reaxys et ce qui est nouveau en Reaxys et c'est ce qu'on peut attendre de Reaxys dans les prochains mois à venir. Donc aujourd'hui, ça va être une présentation pour montrer vraiment les différentes parties qui sont incluses en Reaxys et pourquoi la base de données la plus importante du monde en ce qui concerne la chimie et la biochimie peut mener notre recherche à un autre niveau. Ok? Je vais vite commencer par dire que à l'heure actuelle, bon, c'est la dernière mise à jour des données, ça a été il y a 2 jours, compte presque 350 millions de substances, 70 millions de réactions, 121 millions de documents, 47 millions de brevets de 100 différents agents de brevets dans tout le monde et 49 millions de points de vie activité. Donc, comme vous l'avez vu, en Reaxys, il y a un très très large nombre de données dedans. Mais la clé ici, c'est comment les répertorier et comment surtout le retrouver d'une manière très simple. Je vais commencer par un exemple d'une substance pour juste vous montrer à quoi ça ressemble à chaque fois. Donc ici, vous voyez qu'il y a des différentes substances qui sont suggérées. On va juste cliquer en piperazine et on va lancer cette requête. Ce que vous allez voir de suite, c'est que même si je fais une quick search, on a plus de 2000 résultats de substances, presque 190 000 résultats de documents qui parlent, excusez-moi, des, des commerciales substances aussi. Donc ici, je vais vite le montrer, c'est là où on peut acheter nos substances et avec les différents fournisseurs, la pureté, la quantité, etc. Donc ça aussi, ça nous donne une idée de combien ça peut nous coûter et combien de temps ça va mettre à qu'on le reçoive. Mais ici, surtout, ce que je vais vous montrer, c'est substance. Donc, vous allez me dire, si vous avez cherché qu'une substance, pourquoi il y en a plus de 2000? Bon, la réponse est très simple. Tout ce qui est en vert, ça va être exactement la même substance que nous, on a cherché. Alors que plus on a des substances qui sont dans des autres couleurs, ça va être des dérivés. Donc, en l'occurrence, on va finir par avoir plus de 2000 dérivés de notre substance, que ce soit des sels voilà, ou différents. Mais nous, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est tout savoir par rapport à cette molécule. Donc, quand on dit identification, c'est comme si c'était les ID cards, en fait, hein, la carte d'identité. On va voir les différents noms qu'on a, que ce soit chimique, que ce soit commercial, le case registry number, la formule moléculaire, les poids moléculaires et les différentes appellations de cette molécule, que ce soit des INCHI code ou linear structure formula, etc. Pour ceux qui vous faites de la recherche, sachez aussi qu'il y a toute une série de données dedans qui peuvent être vraiment utiles pour votre recherche, que ce soit des méthodes de purification, mais aussi dry likeness, donc comment ça interagit avec des entités biologiques, toute une partie des bioactivités que par la suite je vais vous montrer plus en détail, donc in vitro, à l'échelle labo, in vivo, chez des êtres humains, les pharmacocinétiques, toxicologie, etc. Et ici, je vais m'arrêter juste un second pour vous montrer qu'en fait, une des choses qui fournit Reaxys, c'est ça nous fait gagner tellement de temps parce qu'on n'en a plus besoin d'aller fouiner chez l'article. Des fois, on n'a même pas accès par rapport, ben, dépendant de l'université. Donc ici, on a carrément le donné qu'il nous faut. Donc on sait que ça va fondre à cette température. Si on n'est pas content avec cette valeur, on peut regarder les autres valeurs, mais on voit bien qu'en fait, c'est tout aux alentours de 106, 110. Donc c'est pas qu'on, si je peux me permettre, c'est pas qu'on achète des oranges, on fait
on presse les oranges et on a un peu le jus d'orange en fait. On a les données qu'on veut sans vraiment devoir passer par tout ce qui est l'article en soi. Pareil par le point d'ébullition, densité, ainsi de suite. Ici, ça, il y en a encore et encore des données. Donc ici, ça ne s'arrête pas. Pour cette molécule, il y en a plus de 80. Donc vous voyez bien qu'il y a toute l'information dedans. Pour ceux qui font de la recherche et surtout qui mènent des méthodes de caractérisation, sachez quand même qu'il y a des différentes méthodes de caractérisation ici. Vu que c'est quand même assez complexe, on ne les met pas dedans, on dit juste où les trouver. Mais bon, je vais vous montrer une petite astuce par la suite pour vraiment les trouver sans vraiment devoir fouiner chez les articles. Donc, il y a spectroscopie des résonances, des magnétiques résonance nucléaire, infrarouge, les spectrométries de masse, ultraviolet, Raman, luminescence, voilà. Il y a aussi des autres données qui peuvent être intéressantes aussi pour le public en ce qui concerne la biodégradation, photolyse ou comment les isoler. Voilà. Ou des calculs quantiques qui font de la DFT ou d'autres. Pour pas rendre la tâche vraiment trop complexe et perdre un peu la partie des publics qui ne sont pas forcément calés en chimie, ce que je voulais juste montrer, c'est que partir de cette molécule et essayer de trouver des molécules similaires, c'est quand même assez simple. Il faudrait juste cliquer chez ces 3 points-là et dire est-ce que vous pouvez me retrouver des molécules similaires. Des fois, c'est parce qu'on n'en a pas ça dans le labo, mais on voudrait travailler avec quand même. Des fois, c'est parce que j'ai vu que ma réaction fonctionne bien avec celle-ci et je voudrais bien savoir si des molécules similaires travaillent aussi. Donc ici, on a très très similaire. Ici, moins similaire, encore moins similaire. Ici, un peu moins similaire. Et ici, un peu similaire. On va cliquer juste en IR. Et vous allez voir qu'on va avoir, ce qui est curieux, c'est ici, on va avoir notre molécule de départ et ça va être trié par similarité. Donc, on peut voir qu'ici, la chimie est différente, encore différente. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire à l'envers. C'est-à-dire, ici, on commence par c'est ce qu'on a, mais moi, je voudrais voir des molécules qui sont relativement similaires, mais qui n'ont presque rien à voir. Donc là, il suffit juste de faire à l'envers et de montrer. Ici, c'est tellement complexe qu'on le voit comme ça et on n'en a même pas une idée de ce que c'est. Mais grâce à Reaxys et comment on fait l'indexation, on a toutes les structures tridimensionnelles des substances. Je vais peut-être pas celle-là, mais celle-ci, vous voyez ici le loop. Je vais cliquer en View en 3D parce qu'ici, ça veut rien dire. Tout est moche en fait. En cliquant en ces 3 axes, et là, vous voyez en fait à quoi se ressemble cette molécule en espace tridimensionnel. Pour ceux qui font de la recherche, ça c'est vachement important de connaître ce qu'on appelle les structures absolues, puisque quand on va faire des réactions, il faut absolument qu'on sache comment la molécule se comporte dans l'espace. Et des fois aussi savoir les différents hydrogènes, comment ils se posent. Voilà, ici ça devient un peu trop complexe, mais voilà. Ça, c'était juste pour montrer qu'en fait, on arrive à vraiment bien reconnaître les substances comme il faut. Et ça peut aller encore plus complexe, mais bon, on va pas y rentrer dedans. Mais admettons que nous, on voudrait savoir qu'avec la piperazine, on voudrait trier par bioactivité. C'est-à-dire qu'on connaît la maladie ou on connaît l'entité biologique avec laquelle notre molécule interagit. Et on voudrait savoir, je sais pas, peut-être s'il y a un effet inhibition, s'il y a un effet analgésique, s'il y a un effet antitumoral, peu importe. Donc on va amener tous ces 4000 molécules qui sont dérivées de notre piperazine et on va les amener à la partie bioactivité. Donc ça, c'est quand même relativement nouveau. Donc il y a des chances que vous ne le connaissiez pas. Et ici, vous allez voir tous les dérivés de la piperazine. Il y a même la piperazine ici. Vous imaginez bien qu'ici, en ayant 4000 substances, on a un paquet de target qui est énorme et quand même assez difficile à travailler avec.
Mais il suffirait juste de dire, moi comme target, je sais que je travaille avec des récepteurs des opioïdes, par exemple, ou au récepteur 1D5 hydroxytryptamine, comme celui-là. À ce moment-là, en ayant le target, c'est-à-dire l'entité moléculaire qu'on a dans les cellules, dans leur corps humain, on peut voir, ça c'est pour interagir, voilà. On pourrait savoir quel type de substance ou quel type de dérivé des piperazines interagissent avec cette target-là. Si on voudrait le voir d'une manière un peu plus carrée, parce que peut-être on va les acheter tous, on va les synthétiser chez soi, il suffirait juste de dire cliquer en substance. Et là, je vois que tous, ils ont le chariot. Donc, dès qu'on pose le mouse, on voit le prix. Ici, pareil. Donc, résultat des courses, en fait, tout est commercial. Mais on pourrait bien les synthétiser. Il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là parce qu'il suffirait juste de cliquer sur préparation. Et là, on verrait comment synthétiser ou comment préparer. Ce qui est bien chez Reaxys, et ça c'est quand même un point très très important par rapport à des autres solutions que vous pouvez y avoir, c'est que on a la procédure expérimentale hyper bien expliquée, à tel point qu'on a même les quantités, quel type de solvant, comment les mélanger, etc., etc. Donc c'est quand même assez cool le fait d'avoir les différentes données ici. Et si on n'est pas content avec une façon ou une procédure expérimentale, on en a encore davantage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'RMN, par exemple, la résonance magnétique nucléaire, on peut la trouver de manière quantitative et pas qualitative. Et ça, c'est aussi un facteur qui est déterminant par rapport à des différents outils. C'est qu'ici, on va, la plupart des fois, retrouver des données quantitatives et pas quantitatives. Pas nous dire où le retrouver, mais plutôt le retrouver carrément et le donner ici. On revient en arrière. Juste, je voulais vous montrer la partie des targets. Encore. Non seulement on pourrait dire, voilà, le target, mais aussi si c'est des rats, des humains, guinea pig, mouse, si c'est des chèvres, ou encore, voilà, des pigs, ou, voilà. Ça dépend un peu les différents animaux ou les différentes entités biologiques voilà. Il y a même Covid, Escherichia coli, l'influenza, voilà. On a des différentes entités. Et ici, c'est facile parce que si on n'est pas intéressé par des expériments qui ont été menés chez des rats ou encore des guinea pigs ou mouse, il suffirait juste de cliquer en humain et là, ce serait une façon très très rapide d'arriver à ce qu'on veut comme différents types de molécules ou même des targets. Ok? On peut le faire à l'envers. Donc vous voyez que c'est quand même un outil hyper puissant. Là, c'est un peu trop grand. Et ça nous permettrait en fait de bien trier ce qui est. En revenant par rapport à ce que je viens juste de dire, quand il y a des valeurs ici, c'est que non seulement on dit quelle est la relation, voilà, on donne la constante d'inhibition, mais aussi on donne la valeur. Non seulement ça, mais on donne aussi quel type de cellules, quel type de bioessai, quelle est la relation. Donc il y a toute l'information en fait que vous voulez extraite de cet article-là. Et voilà, l'échelle, voilà. Et ici, il y a un petit résumé par rapport à cette relation. Voilà, en ce qui concerne la partie bioactivité des molécules et comment de fois trier ou savoir quelle est notre molécule dérivée pertinente pour avoir un effet avec le target qu'on souhaite. Voilà. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Non. Je peux y continuer? Ok. Non, il n'y a aucune question pour l'instant. N'hésitez Ok, pas à les poser dans le chat ou dans le Q&A. ça marche. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que une des choses que pas beaucoup de monde connaît, c'est que il faut, il faut pas être abonné à Chemdraw pour pouvoir l'utiliser, puisque on l'a déjà en Reaxys, puisque lorsqu'on va cliquer en Quick Search en substance, on a Chemdraw ici. Donc on peut s'amuser à dessiner ou
Voilà, peu importe si vous êtes à l'aise. On en a le nôtre, hein. Faites à la maison, mais je sais que la plupart des gens sont plus à l'aise avec ChemDraw. Moi, ce que je vais faire ici, c'est utiliser une petite astuce, et c'est Pérazine. Et cette façon, il n'y a pas vraiment besoin de le dessiner, ça va dessiner, ça va traduire. Et ce qui est important ici, ou ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va lancer cette requête de cette molécule, on peut lui dire non seulement donnez-moi des données par rapport à cette molécule, mais aussi vous pouvez me montrer des mélanges, des différents isotopes, des sels dérivés, des stéréos complexes ou des tautomères, ou ça comme substructure. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure plus grosse que celle-ci, mais qui va avoir en tout cas celle-ci comme partie minoritaire ou voilà, partielle de notre molécule. Donc je vais lui dire, au lieu des hash drone, envoyez-moi ça comme substructure. OK. Ici, vous voyez que même les molécules qui sont voilà, des différents dérivés de notre molécule vont avoir des interactions avec des targets. Ça va me montrer aussi des documents, des réactions et des commercial substances. Pourquoi je m'arrête ici? C'est parce que des fois, si on voit qu'il y a beaucoup trop de substances, c'est peut-être pas intéressant parce qu'on va perdre beaucoup trop de temps à trier et dire voilà, non, il y a beaucoup trop de dérivés, c'est peut-être pas ce que je cherche. Pareil pour les documents, mais ça nous donne une nombre de largeur d'idées en fait, de voir et se dire ouais, peut-être là il y a beaucoup trop ou pas assez, donc j'ai peut-être mis un typo, j'écris pas comme il fallait ou voilà, ou voilà, ici la plupart sont commerciales. Je vais juste aller à substance pour vous montrer que tout ce qui est en vert, c'est la substance carrément comme on l'a dessiné. Et puis, il y a toute la partie dérivée. Ok, il y a ici, vous voyez en rouge, en noir, même en jaune. Donc, il y a, si vous voyez, en fait, il y a toute la partie des dérivés de notre molécule. Celle-ci, elle a l'air un peu moche et même irrégulier, mais je vais me permettre juste de la visualiser en 3D pour que vous voyez que on a été quand même aussi rigoureux qu'on l'a toujours été. Voilà, ici le complexe moléculaire. Et ce qui est bien ici, c'est que il peut y avoir des substances dérivées qui sont quand même très peu connues ou que forcément on ne connaît pas. Et donc on peut les trier par voilà, similarité par rapport à ce que nous on a cherché, l'année de publication, le poids moléculaire, la formula. Etc. Ici, ce que je voulais faire en fait, c'était juste filtrer par rapport à ce qu'on a à gauche. Voilà, si moi je dis que je m'interroge par rapport à ces molécules, mais que les articles parce que les brevets ne m'intéressent pas, peut-être. Je vais juste limiter les résultats à des articles. Type de substance. Ouais, là, ça met un peu trop. Et voilà. Donc là, ce que je veux voir, c'est des dérivés qu'on a publiés sur les articles. Et moi, ce que je veux m'intéresser, c'est par rapport à ces demi-millions de substances, je voudrais juste connaître les réactions. Donc, quand je vais aller avoir des réactions, je vais dire, moi, je fais de la green chemistry. Donc, en l'occurrence, ce que je veux, c'est travailler avec des substances dans des conditions qui soient les plus combinables possibles pour l'environnement, pour l'environnement. Donc là, je vais dire solvent class green. Donc ici, il va y avoir les SDG critères dedans. Je vais dire green chemistry conditions. Donc là, encore, on va en avoir presque 3/4 des millions de réactions, ce qui est énorme encore. Comme green, on peut avoir des différents solvants. Bien sûr, l'eau, mais aussi méthanol, dichlorométhane ou éthanol, ou voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux lui dire aussi type de réaction. Donc, si moi je connais
que, par exemple, dans notre labo, on fait des réactions d'oxydation ou d'addition ou de cycle d'addition, je peux lui dire, moi, je voudrais juste savoir les réactions du type cycle d'addition qui existent par rapport à notre dérivé des molécules, parce qu'on sait les préparer très facilement. Et là, on va voir des cycles d'addition par rapport aux molécules. Encore une fois, je n'ai peut-être pas mentionné ça, mais il y a énormément de brevets. Là, en l'occurrence, c'est un brevet chinois de Zhengzhou University. Évidemment, on va aller en full text si on veut, au détail, abstract. Il y a tous les données. Bien entendu, ça, c'est un brevet qui est en chinois, mais nous, on s'est pris le temps de le traduire et de le mettre bien comme il fallait en anglais pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et on a les données de rendement de chaque réaction. Okay. Je vais me permettre d'aller juste à cet article, juste pour montrer que nous, comme vous le savez, on fait partie d'Elsevier. Donc, en tel que partie d'Elsevier, on a des avantages par rapport à des autres solutions, comme par exemple tous les nombres de citations ici, que c'est interactif, c'est-à-dire si moi je clique ici, vous allez vite voir qu'on va tomber sur la page de cet article en termes de citations chez Scopus. Donc, on va avoir les 91 articles qui ont cité cet article et qui va être très simple de savoir qui, comment et où ont publié. Mais aussi, ce qui va être simple pour nous, c'est cliquer chez les auteurs. Et pareil, encore une fois, on va aller à la page de l'auteur. Bon, ben, là, ça ne l'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et là, on va voir la page de l'auteur avec tous les documents, les citations, etc. Donc ça, c'est déjà inclus en Reaxys sans pas vraiment besoin d'aller chercher ailleurs ou autrement. Donc ça, c'est quand même un donné important parce que ça facilite vraiment la tâche et en fait, ça nous fait gagner et épargner énormément de temps. OK. Donc voilà, ici, on a des réactions et c'était juste ce que je voulais vous montrer, comment filtrer par la suite. Et je vais me permettre d'avancer quelque chose qui est peut-être pas encore lancé, mais qui ça va venir dans les prochaines semaines, voire mois, et c'est la semantic search. Si je peux me permettre ici, c'est plus une partie ChatGPT AI qu'on va avoir inclus en Reaxys. Et je mentionne ça parce que ça va être une des solutions. Vous allez voir que la tendance, ça va être plus vers l'intelligence artificielle et machine learning pour faciliter vraiment les différentes tâches. Et là, j'ai préparé un petit exemple, c'est l'application of polyvinylacétate en antibiofoline coatings. Donc là, on utilise le langage naturel. Ils n'ont pas vraiment besoin de mettre voilà, ce que c'est polyvinylalcool ou antibiofoline ou qu'est-ce que c'est un coating. On va juste le mettre carrément comme ça et pas les poser des questions, donc sans interrogation ou être poli ou quoi que ce soit. On va juste l'envoyer comme ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'application du PVA pour le coating ou le revêtement antibiofoline. Donc l'intelligence artificielle est en train de penser. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était que on va voir les références. Et nous, on peut dire, ouais, ben, celle-ci, elle est nickel, ou celle-là, ça m'a pas plu, et on peut lui dire oui ou non. Et là, on va voir du machine learning. C'est-à-dire que la prochaine fois, la machine va interpréter ce que nous, on cherche, ou ce qu'on veut chercher comme résultat. Ici, si vous voyez, il y a le parti score qui va de 0 à 1. Donc, si vous voulez, ici, ça serait 89,93% des pertinences. C'est-à-dire que ça colle pile poil avec ce que nous, on cherche. Donc, évidemment, il y a le terme qu'on veut dedans. Voilà. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin vraiment besoin de sauter d'un à l'autre. On peut juste voir ici si ça nous intéresse ou pas. Celui m'intéresse, celui-là m'intéresse, celui-là m'intéresse. On peut les exporter. Ou encore plus facile, si on est peut-être un peu curieux parce que ça tombe bien, que ça parle aussi des nanoparticules d'argent, on peut juste cliquer ici. Et hop, on revient au document, comme toujours. Donc voilà, encore, on peut aller à la partie Scopus, on peut aller à la partie Scopus d'auteur. On peut aller voir les différentes substances, de quoi il parle. Et d'ici, on peut remonter notre recherche comme on l'a toujours fait. Mais vous avez bien vu en fait que le faux de départ,
c'est de l'intelligence artificielle menée par la Semantic Search. Donc ça, c'est encore en bêta, mais ça, vous allez vite le voir, espérons qu'avant la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose que je voulais juste montrer pour que vous voyez quelle est la direction en fait que Reaxys est en train de prendre et quel est notre engagement. Juste pour finir, sachez que une des gros buts avec la partie Semantic Search, c'est de surmonter la barrière linguistique, c'est-à-dire que on n'en aura plus des défauts d'orthographe ou fautes d'orthographe ou voilà des différentes corrélations parce qu'on pourra lancer des requêtes en français, même si on aura les résultats dérivés d'anglais et retraduits en français. Mais c'est là où on va et on espère d'avoir ça avant la fin de l'année. Donc voilà. Qui j'ai affaire en fait? Je vais juste lancer une, une, une demande. C'est which of these molecules is a céphalosporine. Et je vais lui dire céphotaxime, imipenem, or atorvastatin. Donc ça, c'est trois différents médicaments. Et moi, je voudrais savoir quel de ces trois-là appartient à cette famille. Donc là, on va lancer la raquette. Et on voit bien que la céphotaxamine est celle-ci qui vient les plus répandue. À tel point que, voilà, méropenem, là, c'est des carbapenem, méropenem, imipenem, etc. Hop. Il y a beaucoup de mélanges, donc on pourrait penser que c'est un des deux. Mais ici, vous voyez bien que même avec un 91 de réponse, il nous dit new type de céphalosporine, céphoruxime, céphotoxine et céphotaxamine. Donc, je vais m'arrêter avec celle-ci et je vais profiter de cet exemple. On va aller cliquer en OK parce que ça m'intéresse et la prochaine, je voudrais que ce soit un peu plus haut, pas le sixième. Donc, je vais prendre, maintenant que je sais quel des trois fait partie de la famille des céphalosporines, je vais copier-coller ces noms et je vais aller voir lancer la recherche de cette molécule. Je pourrais la lancer ici, mais bon, aujourd'hui, je vais le faire un peu plus rapide. Donc ici, on va voir les 195 substances qui soient ou la même ou des dérivés. Bon, là, en l'occurrence, c'est celle-ci. Okay. Elle a l'air un peu moche parce qu'elle est un peu encombrée. Mais je vais vous la montrer en 3D, comme ça, vous avez une vision un peu plus facile. Voilà, donc ça, c'est la molécule. Et ce que je voudrais savoir, en fait, d'abord, c'est cette molécule, à quoi ça sert? Donc, je vais aller directement à bioactivité. Et en bioactivité, ce que je voudrais savoir, quel est l'effet? Indépendamment de quels sont les targets, etc., je veux juste savoir, ah ben, c'est un agent antibiotique ou antibactériel, bon, ce qui revient quelque part au même, antimicrobactérial, microbial. Donc, c'est quand même un antibiotique assez puissant, parce que pour avoir plus de 700, plus de 600 références, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal de targets avec cette molécule. Donc, c'est une molécule qui nous intéresse vachement et qui a, comme on peut constater, il y a plus de 20 façons de le synthétiser. Mais aucune de ces façons m'intéresse vraiment. Ici, en l'occurrence, parce qu'il faut trop chauffer ou il faut trop réduire la température et nous, on n'en a pas des appareils comme ça pour les refroidir autant chez nous. Ici, c'est en utilisant des THF, donc c'est quand même moyen au niveau de toxicité. Donc, on peut se poser ce type de questions en se disant, voilà, tout ce qui est publié, ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Donc, là où l'intelligence artificielle rentre en Reaxys, c'est, vous voyez ici, c'est Round Bottom Flask, et on va lui dire, trouvez-moi des préparations. Donc là, ça va être tout ce qui a été publié, que ce soit des brevets, des articles, des revues. Et ici, on va lui poser la question de create-moi un rétrosynthetic plan. Et c'est ici où il y a la magie qui se passe. Donc pour la faire courte, en gros, l'intelligence artificielle
elle est capable de prédire des différentes routes de synthèse alors que jamais personne ne les a publiées avant. Vous allez me dire, mais comment ça c'est possible? En fait, la raison pour laquelle la machine elle est capable de faire ça, c'est parce qu'elle se base en plus des 70 000 types de réactions qui existent en chimie, ou des transformations plutôt dit, et des réactions par similarité. Donc en sachant qu'il y a des molécules très similaires qui se comportent d'une façon similaire, elle est capable de nous donner des routes de synthèse similaires. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Ici, je l'ai lancé avant. Donc, comme toujours, ce qui va paraître en bleu, c'est les réactions qui ont été publiées. Donc, rien de nouveau, ça, on l'a toujours eu chez Reaxys. Peut-être pas dans des autres outils parce qu'ils n'en ont pas autant de données comme Reaxys, mais ici, c'est rien de nouveau. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que non seulement on va avoir ceux qui sont en bleu, mais aussi on va avoir ceux qui sont en vert, donc les predicted routes. Je vais juste montrer un exemple de chaque. Ici, ça serait voilà, la façon classique de retrouver des réactions. On a même les procédures expérimentaux avec toutes les données. Ici, rien de secret. Tout a été fait, tout a été publié en ces brevets chinois des Guanxi que l'une. Et voilà, ici, on a tout le rendement, le step. Ici, si ça nous intéresserait, on pourrait aller encore en arrière. Donc ici, c'est ça qu'on cherche et on vient d'ici. Donc c'est un peu à l'anglaise. On vient de la gauche, enfin sur la gauche et on va vers la droite. Ici, on pourrait rajouter des steps qui sont publiés ou encore prédits. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que la partie en vert nous montre des résultats prédits par l'intelligence artificielle. Et ce qui est vachement intéressant ici, c'est qu'on a même un score comme celle que je viens juste de montrer pour Semantic Search, qui nous dit, voilà, le score que la machine, enfin, qu'il y a des chances que ça fonctionne. Plus c'est proche de 1, plus il y a des chances qu'il fonctionne, moins, enfin, plus c'est proche de 0, moins il y a des chances. Donc ici, quelque part, c'est un 100% du succès que l'intelligence artificielle a prédite. Ici, en l'occurrence, c'est un step, donc c'est un pas. Je vais juste vous montrer ça pour vous dire que l'intelligence artificielle a tellement de recul par rapport à la base de données qui est derrière en supportant ça, que non seulement nous dit quel type de transformation ou à quel type de transformation elle est similaire, mais elle est capable aussi de nous prédire ou de nous donner avec énormément de confiance quelles seraient les conditions à suivre. Bien évidemment, elle est inspirée par des autres réactions qui n'ont pas mené à celle-ci, mais qu'ils ont mené à un produit très similaire. Et ce qui est intéressant ici encore, c'est qu'elle nous donne un score par rapport à cette transformation. Parce qu'ici, bien entendu, il n'y a qu'une expression, il n'y a qu'une voix qui est montrée, mais l'intelligence artificielle ici, en fait, hop, pardon, hop, voilà, en fait, elle nous montre plusieurs réactions. Elle nous montre aussi celle-ci. Si on préfère plutôt avoir cette voix, on peut la laisser comme, voilà, comme ça. Et ici encore, on va voir différents types de conditions. Et on va nous suggérer des différentes voies. Je cite encore une fois, ça c'est prédit par l'intelligence artificielle. Donc personne n'a jamais testé cette voie-là. Mais l'intelligence artificielle nous dit, voilà, Sophie, par rapport à la première, vous avez 86% de taux de succès, alors qu'ici vous avez du 100%. OK? Et ça va encore, ça diminue, donc 81, 81, 81, 99, ça diminue. OK? Donc voici pourquoi c'est quand même vachement intéressant que cette machine, elle arrive déjà à prédire des voies de synthèse alors qu'ils n'ont jamais été prédites. Vous allez me dire, et comment vous êtes arrivé à ça? Quelle est la sûreté pour avoir ce type de données? Donc, je vais revenir à la base. Donc, nous, on a toujours travaillé avec ce type de recherche. On a vu les résultats, on peut les faire autrement. Mais ici, tout en haut, quand on dit rétrosynthèse, hop,
ici, c'est là où on arriverait. On va lui dire, soit ici, lancer un nouveau projet, ou ici, tout simplement. Encore une fois, je tiens à dire qu'il y a Camdraw dedans. Donc, pas besoin d'avoir Camdraw abonné. On peut juste dessiner ici ce qu'on veut. Ou, moi, en l'occurrence, ce que je veux faire, c'est cefotaxime. Donc là, je vais avoir la molécule, sans pas vraiment besoin de l'écrire. Et ici, ce qui est intéressant, vous voyez ici la partie à droite qui dit Ictos. Bon, ça, c'est une société française qui est basée sur Paris, qui travaille notamment avec de l'intelligence artificielle appliquée à la chimie et à la prédiction des voies de synthèse, avec lesquelles on a mis en place un partenariat dans lequel nous, on a la base de données la plus large et plus extensive du monde, et eux, ils ont le savoir-faire de l'intelligence artificielle et comment le faire fonctionner avec un support de données aussi important. Donc, en ayant cette molécule, on peut dire à l'intelligence artificielle de nous prédire un maximum de 15 steps ou avoir juste un step, hein, le step final, nous on va dire 15. Après, ça peut rester jusqu'en 2, 3, 4, 5. Pas besoin justement d'aller jusqu'à 15. De le dire, d'ignorer les stéréosélectivités, donc le faire les plus souples, les plus laxes possible, ou d'être les plus raides en termes de radiosélectivité. Pour ceux qui la chimie parle pas trop, vous voyez ici qu'il y a des différents signaux, que ce soit des points pas connectés ou donc sachez quand même que ça veut dire que la molécule elle a une disposition différente par rapport à des autres molécules qui pourraient être similaires mais pas pareilles en fonction de ces points-là, ce qu'on appelle des molécules diastéroisomériques. Okay? Donc on pourrait les dire d'aller par là. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce qu'elle arrive à nous prédire des voies qui vont favoriser plus ce type de molécules et pas des autres dispositions des atomes dans la molécule. Donc, ce qui va être archi précis. Ici aussi, on peut lui dire, voilà, moi je voudrais avoir comme maximum 10 jours des produits de départ, s'ils sont commerciaux, où là on dit, voilà, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une limite par rapport à ça, ou établir le prix par gramme en dollars des produits de départ. Et après, on peut lui dire, lancez-moi quand même l'étude standard, donc ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Ou sinon, extended, ça peut monter à des heures ici. Normalement, la plupart sont en moins de 10 minutes, mais voilà. Si on a une structure quand même vachement complexe, rien ne nous empêche de le lancer en tel qu'extended. Et ici, on va confronter ça à publier. On peut l'enlever et pas dire qu'on a besoin de publier, mais bon, ça a toujours été la façon de laquelle tout le monde a travaillé, non seulement avec Reaxys, mais aussi avec des autres outils par les passés. Donc voilà, ici, rien ne change en fait. Hein. Et on va juste le laisser. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que on a réussi aussi à interférer ou mener la voie de synthèse par là où on veut. C'est-à-dire que si nous, on connaît aussi les molécules intermédiaires, celles qui viennent avant, on peut lui dire de passer par la molécule que nous, on veut, ou il ne faut pas passer par la molécule qu'on veut. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Je vais le faire autrement. Vous vous souvenez qu'au début, je vous ai parlé des codes SMILES. Si nous, on lance cette molécule et on n'est peut-être pas à l'aise avec cet intermédiaire qui est avant, par exemple, un qui a été publié, je vais juste le montrer pour que vous voyez de quoi je parle. On va essayer de conditionner le plan de rétrosynthèse généré par intelligence artificielle en lui disant il ne faut absolument pas passer par cette molécule intermédiaire. Et celle-là, ça va être une molécule qui a été publiée, qui est quand même assez répandue. Et comment l'insérer? Voilà, on va attendre quelques secondes à que ça charge. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je suis en train de lancer beaucoup trop de réactions à la fois. Voilà. Là, oui. Voilà. Donc, on a cette molécule. On va aller à des préparations publiées. Et je vais lui dire, cet intermédiaire qui a été publié,
il apparaît partout et j'en ai pas besoin, j'ai pas envie même que ça soit dans les plans de rétrosynthèse qui va me suggérer l'intelligence artificielle par n'importe quelle voie. Donc je vais lui dire View Options, je vais lui dire Copy Smiles. Ça c'est le numéro de carte d'identité quoi. Donc on va faire Copy Smiles. Ici on l'a en clipboard. Donc je vais revenir au plan de rétrosynthèse. Encore une fois, je vais mettre ma molécule. C'est photaxime. En Reduce Selective, donc je veux que ça soit les plus précis et les plus raides en termes des synthèses. Et en intermédiaire, je vais lui dire, je n'ai absolument pas besoin ou pas envie que cet intermédiaire y soit. Donc, je vais copier-coller le code de Smiles qu'on a copié de la molécule d'avant. Et c'est celle-ci. Vous avez bien vu en fait que ça appartient, bon, ça correspond à la molécule que moi je voulais éviter à tout prix dans le plan de rétrosynthèse. Donc là, la machine, elle va dire, OK, je vais te lancer une route prédite en évitant cet intermédiaire et en plus, je vais être les plus raide possible par rapport à la régiosélectivité. Donc, je vais te donner que ces composants-là et pas des mélanges, alors des mélanges racémiques ou voilà, des tautomères ou peu importe. Donc, on va lui dire aussi extended. Donc, on va le lancer. Et là, elle va se mettre à penser, mais planche ça, disons, voilà, c'est céphatoxime, oui, on va lui dire oui. Donc, vu que j'ai déjà fait ça avant, et j'ai déjà mis les conditions, ici, on a les différentes voies qui évitent cet intermédiaire qui ont été publiées et à la fois prédites par l'intelligence artificielle. Ces 4 steps, c'est-à-dire que on a ça comme synthèse, ça c'est la molécule qu'on veut et on part d'ici pour arriver à là, step 3, step 2, step 1 et les produits finaux. Certes, on n'a pas trop de chance que ça fonctionne, mais en même temps, on a mis des critères tellement raides et tellement précis pour une molécule si complexe que franchement, presque 40%, c'est quand même énorme. Là, on va aller en review et on peut lui dire à la machine dire, il faut bien se souvenir que c'est à l'envers, c'est-à-dire que si ici c'est la molécule, le premier step c'est là, donc ici c'est 4. Et ce qui est bien, c'est qu'on va lui dire cette voie, ça m'intéresse pas trop, même si ça a été prédit par l'intelligence artificielle, je préférais plutôt celle-ci. Voilà. En step 3, elle est en train de réfléchir parce qu'elle va nous donner des scores mis à jour par rapport à ce qu'on a choisi en step 4. Et là, je vais lui dire celle-ci. Voilà. Réfléchir parce qu'on est en train de faire des différentes itérations par rapport à des voies de synthèse. Voilà. Hop. On va laisser celle-ci. Voilà, 67% chance. Et là, pareil. Donc voici en fait, ici on a vraiment plus le choix. Ah, voilà, on en a. Et là, donc à chaque fois, l'intelligence artificielle va essayer de nous fournir des voies par rapport à les différents inputs que nous on est en train d'émettre. Si vous êtes un professeur, un chercheur et vous voudrez partager ça avec un élève ou un chercheur ou un collègue, peu importe, vous pouvez exporter. C'est ce que nous on vient juste de faire sous forme de PDF, Word, Electronic Lab Notebook ou RD File et toute l'information qui vient avec. Et ça s'exporte et vous allez le recevoir, voilà, de manière très simple. Pour ceux qui travaillent sur 2 écrans, il y a moyen aussi de faire ça. Voilà, si vous voulez vraiment travailler de manière un peu plus à l'aise, ou encore celle-ci, ces 2 fenêtres avec lesquelles vous pouvez les faire bouger et travailler d'une manière un peu plus simple. Pour revenir à la partie intérieure, ici les projets
il se répertorie en quelque ça, comme ça je peux mettre France, exemple, 1. Voilà, ou je peux mettre plus simple, chapitre 6, 1. Ou chapitre thèse, ou voilà, ou master, ou voilà. Et on peut les répertorier comme ça, de manière très simple. Ça va être enregistré, etc. J'ai juste envie de dire une chose supplémentaire par rapport à ça, c'est que la requête qu'on a lancée par rapport à cette molécule n'a peut-être rien à voir avec celle qu'on va avoir d'ici à 5 mois ou 6 mois ou d'ici à 1 an. Vu qu'en fait, on publie davantage, il y a de plus en plus de nombreuses publications, la machine a beaucoup plus de backups pour s'inspirer à fournir des différentes voies de synthèse. Donc forcément, les résultats ils vont se raffiner parce qu'il y a toute cette partie des machine learning derrière qui va nous permettre de raffiner, d'améliorer ensuite les résultats. Donc soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, 26 juin, on a lancé cette requête. On a eu ça comme voie prédite. D'ici à quelques mois, il y a des fortes chances que ça change parce que la machine est en train d'apprendre au fur et à mesure avec les nombres de publications qui sont lancées. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Bon, vous pouvez le laisser en Q&A ou au chat. Je vais montrer aussi il y a une grosse partie des polyméristes ou des chimistes polyméristes en France en l'occurrence, ou voilà, un peu partout dans le monde, qui me demandent comment est-ce que je peux chercher, moi, par rapport à des polymères. Parce que là, vous me montrez des médicaments, des substances, des catalyseurs. Mais moi, je voudrais savoir, par exemple, par rapport au polyéthylène-glycol, comment est-ce que moi, je pourrais avoir de l'information. Donc, voilà, ce qui se passe avec les polymères, c'est qu'il n'y en a pas de polymères pareils. Je vais vous montrer pourquoi. Derrière ces noms de polyéthylène-glycol, on peut avoir des milliers et des milliers de polymères. Nous, on a répertorié qu'un exemple, et ça va me venir très bien pour vous montrer quelles sont les limitations, en fait, lorsqu'on essaye de chercher par substance identifiée polymérique. Vous voyez ici, il me dit molecular weight 2000. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le polymère-glycol, ça peut avoir le poids moléculaire qu'il veut. Donc c'est pas juste dire non, on a un polyéthylène-glycol et voilà, ça c'est le poids moléculaire. Non, ça c'est pas vrai. Donc on peut avoir des milliers, dépendant, voilà, 2000 grammes par mol, 200 000, 20 millions, 30 millions, 10 000, 15 000, peu importe. Donc c'est illimité. Donc moi, ce que je suggérais, voilà, on a des réactions même aussi par rapport à ces PEG-là. Moi, ce que je voudrais suggérer, c'est qu'au lieu de faire de recherches classiques comme ça par substance, ce qui n'a pas de sens en polymère, et je vous le dis moi, que moi je suis docteur en chimie de polymère, c'est qu'il vaudrait mieux chercher par polyéthylène-glycol en document. Et vous allez me dire, mais c'est pas intuitif du tout. Vous êtes en train de chercher des structures chimiques en document. Oui, et je vais vous montrer pourquoi. Admettons que nous, on on utilise des polymères et que nous, on voudrait faire une caractérisation ou analyse physico-chimique, voilà, de ces PEG, de polyéthylène-glycol. On va l'appeler PEG parce que c'est beaucoup plus simple. Disons que moi, je voudrais faire des analyses thermiques. Parce qu'à la fin, ce qui m'intéresse de PEG, c'est ça. Donc, on pourrait faire des analyses thermogravimétriques ou calorimétriques. Voilà, ça, ici, ça dépend. C'est pas vraiment mon domaine, mais bon, je sais que quelqu'un d'entre vous aussi travaille avec des polymères de cette façon. Donc, si on lui dit, moi, je veux savoir par rapport au polyéthylène-glycol des analyses thermogravimétriques, il suffirait juste de cliquer ici, limiter nos recherches à ça, et comme vous voyez, on va à l'abstract, et on va index terms, et vous voyez qu'il y a thermal resistance, glass transition temperature. Donc, il y a des concepts qui sont reliés à la requête que nous, on a lancée par rapport à polyéthylène-glycol. Ici, c'est vachement intéressant parce qu'on a réduit d'un cran tous les nombres de résultats et des documents qui en avaient par le passé. Pareil avec des autres types de polymères. Par exemple, si nous, on travaille avec des polyacrylates,
polyacrylique acide, par exemple. Mais nous, ce qu'on voudrait faire, c'est travailler avec les polyacryliques dans une certaine type de réaction. Il suffirait juste. Je ne vais pas passer de temps avec les filtres ici à gauche classiques parce que ça, vous les connaissez mieux que moi et on les a déjà montrés en substance et en réaction. Mais ce que je voulais montrer ici, hop, pardon, hop, hop. Je pense que j'ai lancé beaucoup trop d'inputs tout d'un coup avec un set de résultats vraiment trop large, plus d'1 million 200 000. Donc voici pourquoi ça s'est gelé. Hop. Donc elle est en train de bien répertorier tout ça dans les filtres. Et on est en train de solliciter beaucoup la machine parce que il faut absolument que ça ne répertorie tous les documents avec tous les différents filtres. OK. Pour le faire un peu plus rapide, je vais utiliser un autre exemple. Hop. Ouais, en effet, on est en train de lancer beaucoup trop de requêtes d'un coup. Et on est en train de... Voilà. Polyacrylate. Voilà. Là maintenant, ça fonctionne. Donc avec la partie document des polyacrylates, ce qu'on voudrait savoir, c'est un type de réaction typique, voilà, des substitutions, hydrolyse et tout. Et vous allez me dire, mais Sophie, mais attendez, vous êtes là avec des documents et comment ça se fait que vous pouvez filtrer par des réactions? La plupart des fois, quand on va chercher un document, on est en train de mener une recherche quand même assez scientifique. Pas seulement la classique des types de documents ou années ou affiliations. Voilà, savoir si ça vient d'une université ou d'un industrie tel ou voilà. Ça, on peut la trouver un peu de partout. Mais ici, les types de réactions, c'est quand même assez, voilà, assez caractéristique des réactifs. Donc, on peut dire, moi, ce que je voudrais savoir, c'est juste les réactions des substitutions avec des polyacrylates. Et en plus de ça, je voudrais voir les documents qui parlent de ça. Là, il y a des nanoparticules, hein, des réactions même, qui parlent de la polymérisation. Voilà, ici, il nous dit polymère, butylacrylate, styrène. Donc ici, c'est la copolymérisation de ces monomères. Mais aussi des substances qui sont dedans. Voilà. Et si on n'est pas content en sachant le type de réaction avec les polyacrylates, mais aussi on voudrait aller avancer d'un cran et dire, eh ben, moi ce que je voudrais savoir c'est, ah, pardon, en type d'organique réaction, je voudrais savoir des réactions de polymérisation. Voilà, que ce soit de l'oxydation et avec ces polymères. Là, on lance la requête et on a 53 résultats, tout simplement, qui parlent de la photopolymérisation ou polymérisation des non-polymères, des polyacrylates, etc. Donc ça, c'est une très belle façon et très simple d'arriver à ce qu'on veut de manière très rapide et pas être biaisé par le fait qu'on voudrait chercher par un type de substance ou encore des différents types de recherches. Comme je l'ai évoqué ici, IndexTerm, c'est là où on va retrouver toute l'information parce que c'est ici où on a le thesaurus en fait. C'est voilà la façon de laquelle on extrait toute l'information. Voilà, ici, il y a le brevet, qui par exemple, je vais profiter pour vous montrer avec l'abstract, les index terms, hop, les claims pour ceux qui sont un peu plus sur la partie brevetage, etc. Il y a tout ce qu'il nous faut dedans. Voilà, ça va. Et la partie bibliographique, quel est le bureau, qui sont les inventeurs, quel est le type de code de brevet, quand a été publié, répertorié, main code APC, secondary. Voilà.
Et avec ça, Johan, cher ami, on est arrivé au but de la session. Et là, c'est le temps pour répondre à des questions, s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Sophiem, pour ces explications très claires. C'est super intéressant et c'est un outil très complet et complexe aussi, que tu as très bien vulgarisé d'ailleurs. Bravo. Je sais pas, donc je vois pas de questions forcément, donc n'hésitez pas. On n'est pas en grand comité, donc vous pouvez aussi lever la main et directement participer à l'oral si vous voulez échanger directement avec Sophiem et moi-même, ou si vous avez des questions diverses. Dans tous les cas, je vais vous envoyer un email récapitulatif avec l'enregistrement de cette session. N'hésitez pas à la partager en interne pour toutes celles et ceux qui voudraient en profiter et avoir un webinaire en français autour de Reaxys. Et on vous tiendra informé des prochaines activités autour de Reaxys, d'Embase, mais aussi d'autres produits Elsevier via notre site Hub France que je mettrai dans le chat, où je vous enverrai aussi par la suite via email. Tout à fait. Euh, je ne sais Moi, pas ce que si Sofiane t'avait... Ouais, 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 j'avais juste des petits trucs à dire. C'est que si vous avez besoin de tester ou vouloir le voir en interne, etc., n'hésitez pas à nous contacter, moi ou Johan, pas de souci. Là, on vous ouvre accès de suite et vous pouvez le tester en interne sans vraiment pas de souci. On peut même organiser des autres sessions ultérieures, on est là pour ça. Et la deuxième, c'est que j'avais reçu une question avant la session d'une personne qui n'a pas pu venir, qui me disait, en fait, c'était quand même une question assez vague, mais c'était par rapport à antibiotiques. Bon, je vais le laisser parce qu'après, on va l'envoyer la session enregistrée. En fait, si on met antibio, antibio, antibiotique, en fait, la question était comment est-ce que je peux trouver l'antibiotique que je souhaite. Bon, pour la faire courte, on peut aller à des targets parce que là, comme vous l'avez vu, elle a déjà vite percuté qu'on est en train de rechercher comme effet chez les targets. Donc, on va aller antibiotique, ça va direct. Et là, au lieu de l'avoir comme ça pour scroller sans fin, on peut aller à la visualisation des targets, des différentes substances et lui dire, moi, c'est effet antibiotique en effet. On va, hop, je vais le limiter à ça. Hop. Et en plus de ça, je connais, hop, que c'est, par exemple, une molécule comme Mycobacterium abscessus. Et voilà comment on peut arriver à connaître les molécules qui ont des effets antibiotiques sur des targets sur lesquels on travaille. Voilà, c'était juste pour répondre à la question de madame qui m'avait fait avant de venir à cette session. Donc comme ça, une fois elle va revoir le vidéo, elle va la voir. Vous voyez que je parlais plus des pharma, des biochimies et des polymères que des chimies organes en soi, en fait. Hein, parce que un peu l'idée de la session d'aujourd'hui, c'était de montrer que Reaxys a vachement élargi le contenu et qui est mené à donner une réponse à les démarches scientifiques qu'on reçoit, on perçoit et nous racontent aussi les chercheurs dans le domaine académique. Voilà de mon côté. super. Merci beaucoup. Bon, je vois toujours pas de questions. N'hésitez pas à les poser par la suite, on est là pour ça. Donc, envoyez-nous un message et on pourra prendre contact avec vous avec plaisir. Passez une bonne journée et à bientôt pour des prochains webinaires. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.